Champs-sur-Marne-Meaux et également membre du conseil de l'IUT de Sénart-Fontainebleau. Et j'ai le plaisir d'animer cet atelier ce matin. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on se pose la question, c'est quoi un avenir durable ? Alors c'est un futur où les besoins des générations présentes sont satisfaits, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cela implique une gestion équilibrée des ressources naturelles, économiques et sociales pour assurer la pérennité de notre planète et le bien-être de ses habitants. C'est donc s'engager pour l'environnement, mais pas que. C'est aussi pour la solidarité, la qualité de vie, l'éducation, le développement d'une économie circulaire, etc., etc. Et la RSE est à la croisée des chemins de tous ces aspects. On peut se demander pourquoi faire le lien entre les IUT et la RSE. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question, mais néanmoins, je la pose. Au-delà de leur rôle de création et de transmission de savoir, les universités et leurs composantes IUT sont les laboratoires de la société de demain. Ils sont donc en prise sur les questions sociétales nouvelles, et d'ailleurs, beaucoup ont mis en place une démarche de responsabilité sociale de l'université. Par ailleurs, les enjeux de la RSE sont intégrés dans les programmes de nos étudiants, on l'a dit ce matin, les préparant ainsi déjà à être des professionnels qui intégreront ces enjeux de durabilité dans leur mission. C'est donc avec ce double intérêt que nous allons découvrir les cas concrets de nos 3 intervenants mis en œuvre dans leurs organisations. Donc, sans plus attendre, je vous présente donc Aurélie Picard, déléguée générale de l'organisation Nouveau Système Énergétique, Mohamed Amaoui, responsable RSE pour la branche construction et amélioration de l'habitat du groupe Eiffage, et enfin Olaf Maxent, responsable du programme Pulse Factory à la direction de l'innovation du groupe EDF. Donc, bienvenue à bord de cette séquence d'inspiration. Accrochez bien vos ceintures, c'est parti. Et je vais commencer par vous, Madame Picard. Alors, je vais vous poser ma petite question. Madame Picard, d'abord, pouvez-vous vous présenter et nous présenter en quelques mots votre structure ? Bonjour à tous, merci donc pour cette invitation. Alors, en quelques mots, j'ai d'abord été fonctionnaire sur le développement économique, les questions de compétences à Toulouse. Donc, j'ai pas mal travaillé sur l'aéronautique notamment, vous imaginez, à Toulouse. Et puis, très rapidement, je suis partie travailler dans une ETI familiale, une entreprise de taille intermédiaire familiale, leader mondial de son domaine et inconnu la plupart du temps, comme c'est le propre des ETI très performantes, donc Actia, pour ceux qui connaissent, ben bravo. Mais n'empêche que si vous allez dans un garage, les outils diagnostiques sont Actia, toute la partie exportation dans le monde du contrôle technique, c'est Actia, et si vous mettez un œil au-dessus de l'épaule du conducteur de bus dans n'importe quel bus, c'est Actia. Et encore, ça n'est que certains des produits d'Actia, mais voilà, le propre des ETI, c'est qu'elles ne sont pas connues, et pourtant très performantes. Et j'ai vendu la production d'électronique faite en France, partout en Europe. Et ça a été extrêmement fondateur pour moi parce que j'y ai vu à quel point les acheteurs français étaient redoutables, là où les Allemands n'achètent qu'allemands, que les Italiens n'achètent qu'italiens, et que finalement, à la Commission européenne, eh ben, nous, les Français, on se plaint et on demande de nous protéger parce que les autres se protègent déjà tout seuls avant. Donc, fort de cette expérience étatique et industrielle, lorsque le comité stratégique de filière s'est créé, je me suis dit que c'était quelque chose qui me tenait à cœur de m'engager dans le comité stratégique de filière, qui est une association qui réunit l'État, les industriels, les organisations syndicales sur la question de la réindustrialisation ou de la limitation, malheureusement, de la désindustrialisation, si on regarde les choses droit dans les yeux. Et donc concrètement, les comités stratégiques de filière existent depuis 2008. C'était justement quand j'étais fonctionnaire un de mes premiers dossiers. Au moment de la crise, le souhait était de dire on va consulter les industriels, les organisations syndicales pour limiter la désindustrialisation. Et au fur et à mesure, dans le temps, c'est un dispositif qui s'est renforcé. Donc aujourd'hui, il y a 19 comités stratégiques de filière qui sont réunis au sein du Conseil national de l'industrie, qui est présidé par le Premier ministre. Et donc ces 18-19 comités stratégiques de filière ont tous pour vocation de limiter la désindustrialisation, voire de viser la réindustrialisation. Il y en a un sur l'automobile, un sur l'aéronautique. Le nôtre, c'est... Alors, la slide est toute petite, donc je vais rentrer plus dans le détail. Je ne sais pas si à l'écran, vous voyez mieux. Mais donc, le nôtre, c'est celui de la transition énergétique. Il y en a un spécifique sur le nucléaire. On est sur l'énergie décarbonée en lien avec donc, le comité stratégique de filière du nucléaire. Nous, notre périmètre, c'est la production d'énergie bas carbone,
qu'elle soit électricité, gaz ou chaleur, et j'insiste parce que la chaleur est super importante, on y reviendra sûrement, les questions de stockage, de transport de cette énergie, notamment sur la batterie, extrêmement importante, hein, et puis les technologies de décarbonation, hydrogène naturellement, capture carbone, voilà. On travaille avec 2 modalités de travail. On signe un contrat stratégique de filière, donc comme tous les comités stratégiques de filière, tous les 2-3 ans. Les industriels, les organisations syndicales et l'État signent ensemble un contrat qui liste les actions principales qu'on veut mener dans les 2-3 prochaines années pour se réindustrialiser sur ces différentes thématiques que vous voyez apparaître sur la petite roue. Donc à la fois des thématiques technologiques, des thématiques transverses, comme l'équilibre des relations de commerce international qui sont devenues d'actualité avec l'évolution des pratiques américaines, ou les questions de compétences justement, et puis des questions plus d'usage, comment on décarbone le bâtiment, comment on décarbone l'industrie ou la mobilité de manière générale. Et donc dans ce contrat de filière qu'on écrit, il y a des actions qui sont particulièrement structurantes, comme Je décarbone ou comme les labels des métiers de la transition. Eh ben, on va y aller, vous allez nous présenter effectivement ces 2 actions. Alors, sur Je décarbone. Je décarbone, c'est une démarche qui part d'une double volonté. La volonté d'accompagner les acteurs qui se décarbonent, les industriels qui se décarbonent, en vue c'est avant tout l'industrie, et l'écosystème qui les accompagne, et de mettre en avant les solutions françaises et européennes. Ce qui est en lien direct avec la vocation de notre association, j'y reviens, qui est de développer l'industrie de la transition. Et donc concrètement, on a mis en place des ressources à la fois numériques, mais aussi un tour de France. Et aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe est à Belfort, où on explique aux industriels comment se décarboner, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, où on partage des retours d'expérience de pairs, d'autres chefs d'entreprise, comment ils ont décarboné, comment ils ont diminué leur facture d'énergie ou d'eau, et puis de rencontrer des acteurs qui offrent des solutions techniques, de conseils ou de financement pour mener à bien leur projet de décarbonation. Donc on a à la fois toutes ces ressources sur notre site internet jedécarbone.fr, et puis on fait un tour de France où on va dans chacune des régions en lien avec l'écosystème économique local, donc CCI, MEDEF, préfecture, conseil régional, les pôles de compétitivité, l'ensemble de l'écosystème, public et privé, dans cette même démarche d'expliquer, d'inspirer et de faire rencontrer les acteurs. Et vraiment, j'insiste sur le double but, ce n'est pas simplement d'aider les acteurs à se décarboner, les industriels, c'est également tout l'écosystème qui l'entoure, les gens qui au quotidien vont dans les entreprises expliquer, pour tirer l'écosystème français. Parce que notre filière, elle reste marquée par ce qui s'est passé sur le solaire, c'est-à-dire soutenir une demande, avoir la technologie, et pour autant ne pas prendre le virage de l'industrialiser en grand volume. Est-ce que vous pouvez nous présenter un exemple de solution proposée par Je décarbone? Alors, si vous regardez bien, mais là, c'est pareil, hein, elle est toute petite parce qu'il n'y a pas la nécessité de le lire. Mais tout ce que, en dessous d'expliquer, c'est un des schémas qu'il y a sur notre site internet qui explique tous les leviers que vous pouvez mobiliser pour vous décarboner. Ils sont nombreux, très nombreux. Et c'est bien là aussi un des premiers buts de ce qu'on veut montrer à un chef d'entreprise, c'est que ce n'est pas forcément simple, ou en tout cas qu'il y a plein d'options. Donc on a parlé d'éco-conception tout à l'heure, on peut parler d'économie circulaire. Je vais faire un zoom sur la partie énergie. Et sur la partie énergie, ce qui est déjà très important à avoir en tête, c'est que 70% de l'énergie utilisée par un industriel, c'est pour de l'usage chaleur. Et si vous regardez vous en tant que particulier, il y a un vrai parallélisme une fois qu'on rentre dedans, c'est 50%. Parce que vous allez chauffer votre logement et chauffer pour la cuisine. Et donc la moitié de l'énergie que vous dépensez, c'est pour chauffer. Et le chauffage, ça passe pas forcément par de l'élec ou du gaz. Le soleil apporte pas mal d'énergie qui peut permettre de chauffer. C'est le solaire thermique, on a la géothermie, on peut aller chercher dans le sol. La chaleur se stocke parfaitement bien, c'est votre ballon d'eau chaude. Et le ballon d'eau chaude, c'est un stockage d'énergie qui permet de lisser justement la consommation d'énergie dans le temps. Et donc la démarche de l'industriel va être à peu près la même que vous et nous, que nous. Ça va être d'abord de faire des gestes pour économiser beaucoup d'énergie. Et là, on n'est pas dans de la techno, mais on est dans du comportement. Et ça peut quand même récupérer 20% de la facture. Les cocottes minutes stop, je ne sais pas si vous voyez celles qui sont lourdes là en fonte, quand ils ont fait un travail de réorganisation de leur atelier avec une jeune fille qui était en stage remarquable, 20% de la facture. 20% parce qu'ils ont revu les horaires de fonctionnement des fours.
20%. Donc ce n'est pas ridicule, c'est structurant. On a après toute la partie, comme chez nous, d'efficacité énergétique. Donc on chasse les fuites, on chasse et on mesure et on pilote. Vous pouvez mettre, comme nous, on peut mettre sur notre radiateur ce petit système de pilotage. L'industriel, il peut mettre des équipements de suivi de sa consommation d'eau, d'électricité, à chaque fois d'énergie dans ces différentes composantes et de pouvoir mieux le piloter. En connaissant, on pilote mieux. C'est la même chose chez nous avec nos radiateurs. Et puis la dernière partie, on rentre dans la décarbonation de l'énergie. Donc là, comme je vous l'ai dit, essentiellement un sujet chaleur. La différence majeure entre l'industriel et nous, c'est qu'il va avoir des hautes températures. Et la chaleur se décarbone facilement et voire de manière rentable sur des basses températures. La pompe à chaleur, par ses gains énergétiques, permet, on fait un investissement initial, on va avoir une telle consommation réduite d'énergie que même si l'électricité est peut-être plus chère que votre énergie carbonée à un moment ou à un autre, vous arrivez à vous récupérer dans le temps. Et le particulier peut trouver que ce temps est long. L'industriel arrive à regarder mieux. Sur les autres technologies, plus on va monter en température, plus on va avoir du mal à se récupérer dans le temps. On va rentrer sur des technologies, alors soit d'électrification, le schéma le détaille bien, et si ça vous intéresse, on peut le regarder ensemble et on peut rentrer dans le détail, voilà. Mais je pense que là, j'allais très vite, mais on a des options d'électrification, qui selon les usages, si on est du séchage, cuisson, on ne va pas être sur les mêmes températures, pas les mêmes options. On va aller chercher du micro-ondes, de l'infrarouge, on va aller chercher sinon de la pompe à chaleur quand on est dans les basses températures. Puis dès qu'on commence à monter, on va être obligé d'aller regarder. Alors, on peut aller décarboner en mettant de la géothermie, en mettant du solaire thermique à concentration. Et quand on monte, à partir de 400 degrés, on arrive tout de suite à 1000 degrés. Et là, on a peu d'options. On va brûler des déchets, CSRD, on va parler de biogaz. Et on ne va pas avoir beaucoup d'autres options. Et c'est là le gros sujet de décarbonation de l'industrie. Je vais juste dire un tout petit mot. Si on regarde la décarbonation de l'industrie, 85% des émissions sont faites avec 5 secteurs. Les 5 secteurs, on vient trifouiller les atomes. Là, on vient transformer la matière. Donc, on va avoir chimie, pétrochimie. On va avoir toute la partie des métaux, l'acierie. Et on va avoir toute la partie des parties non métalliques, le verre, le carton, le papier. Et après, un peu différent, l'agroalimentaire, parce que là, on est sur des températures plus basses. Et en fait, si on dézoome, le gros du sujet pour décarboner l'industrie en France, c'est de traiter ces 50 sites où là, on est sur les hautes températures, voire même des émissions liées au process, donc pas forcément la pompe à chaleur. Merci beaucoup, Mme Picard. Alors, deuxième action. Pour la deuxième action, je voudrais un propos introductif, j'ai du mal ce matin. La neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est donc l'objectif de la France. Il y a de quoi booster les métiers de la transition énergétique dans de nombreux secteurs. Alors ça va faire écho effectivement aux propos introductifs de notre président tout à l'heure et aux propos de la keynote de Madame Clément tout à l'heure aussi de l'ADEME, puisque là on va rentrer dans les métiers et les diplômes. Donc il y a un an, presque jour pour jour, puisque c'était le 17 novembre 2023, le comité stratégique de filière donc des nouveaux systèmes énergétiques a signé une convention de partenariat avec l'ONICEP pour référencer sur le site de ce dernier les métiers de la transition énergétique ainsi que les diplômes et les filières de formation permettant d'y accéder. Alors vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors effectivement, c'est pas en lien, mais... Alors oui, merci beaucoup, je suis ravie de pouvoir vous en parler parce que je pense que ça vous concerne directement. Alors là, c'est la carte de jeu des carbones, le logo, il est peut-être sur la première slide. Mais donc, en fait, quand on regarde la question des métiers de la transition énergétique aujourd'hui est freinée, limitée par le manque de compétences. C'est-à-dire qu'on a des tensions très fortes sur de nombreux métiers qui ne nous permettent pas d'aller plus vite. Sur l'installation par exemple de pompes à chaleur ou de panneaux solaires, mais pas que. Et donc concrètement, quand on regarde, aujourd'hui on a des emplois, on a des places en formation et on a des jeunes qui veulent s'investir dans la transition énergétique. Donc le diagnostic, c'est de dire il faut qu'on explique bien quels sont les métiers de la transition énergétique. Parce que ce qui est marquant, c'est que quand on parle aux gens qui occupent les emplois de la transition énergétique, ils ne se conçoivent pas forcément comme les premiers artisans de la transition énergétique. On a des débats avec des paquistes qui nous disent « Non, mais moi, je ne fais pas de la transition énergétique. Moi, je fais de la chaleur électrique. » On lui dit « Oui, très bien, mais tu... » Donc, il y a même cette conception par les gens qui occupent les emplois. Donc, ces labels, ils sont vraiment là pour ça, pour rendre visibles les métiers de la transition énergétique. Électronique de puissance, soudeur, chauffagiste, j'en passe. Il y a donc 70 métiers, 100 diplômes qui sont tagués entre le CAP et le Bac+3.
est vraiment essentiel. Donc, on travaille avec l'ONICEP, on a travaillé avec l'éducation nationale, les CMQ, c'est une démarche qu'on a montée avec les CMQ, avec les inspecteurs également de l'éducation nationale pour déployer ce label. Voilà. Et on continue, donc c'est pour ça que je suis ravie d'être là ce matin, d'autant plus pour continuer à déployer ce label. On vise de l'avoir dans Parcoursup. Voilà. Notre objectif, c'est qu'à la fin, il soit très clairement visible dans Parcoursup. C'est également pour les gens en formation initiale, mais en reconversion, mais qu'on explicite bien quels sont ces métiers, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est bien ça la question principale. Il y a une volonté de s'engager, et il n'y a pas la capacité à trouver la formation, le métier à côté de chez soi, pour pouvoir concrétiser cet engagement, alors même que c'est un facteur limitant. Donc voilà, légalement disponible pour en reparler après l'atelier pour ceux qui le souhaitent. Merci Madame Picard. Alors effectivement, ce label métier de la transition énergétique, je pense qu'on peut s'en faire écho auprès des jeunes qui sont soit en recherche d'orientation, soit même effectivement déjà dans les filières des métiers concernés par ce label, parce qu'ils sont peut-être comme les professionnels de ces métiers, pas conscients qui sont dans des métiers de la transition énergétique, et peut-être que de leur redire, ça les fidélise et ça les motive, ça leur donne effectivement du sens à leur formation, comme on le disait dans les propos introductifs. Donc merci Madame Picard. Monsieur Amaoui, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et expliquer vos missions au sein du groupe Eiffage? Alors bonjour à toutes et à tous, Mohamed Amaoui, donc je travaille pour Eiffage Construction, donc la branche construction du groupe Eiffage. Dans les filiales logement, en réhabilitation et en construction. Donc après une carrière de conducteur de travaux, je suis devenu responsable RSE. Alors c'est intéressant à souligner pour les étudiants, c'est un parcours on va dire constituant parce que j'ai fait un constat sur les chantiers en tant que conducteur de travaux sur l'impact de nos activités. Donc là on rentre vraiment dans la RSE et il y a eu cette volonté d'agir. Et de solliciter la direction pour demander la possibilité d'avoir une action qui va permettre de limiter les impacts qu'on a sur nos activités. Donc ce message-là aux étudiants, de dire que même si on s'oriente vers un métier, on a aussi la possibilité d'agir sur la société à travers un groupe, à travers une société, dès lors que c'est porté par la direction. Donc depuis 2017, responsable RSE, mais très opérationnel, parce que la RSE c'est très large. Bien évidemment, je n'ai pas la prétention de développer toute la RSE de la branche construction. Avec la direction de nos finales à Bruno Chelawa, on a voulu être très concret pour être efficace. Donc on a 3 axes bien définis pour agir concrètement sur nos chantiers. Intervenir dans le logement et dans la réhabilitation ou dans la construction. On est au plus près de la société, donc on est conscient de toutes les problématiques et tous les enjeux qu'il peut y avoir. Pour les résumer, alors, moi j'ai pas de diapo, donc je ne sais plus ce que vous avez prévu. On a 3 axes qui sont assez simples. C'est la réduction du déchet, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux, c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de l'impact environnemental, mais le bâtiment, c'est le premier secteur qui produit des déchets. Et moi, quand j'ai décidé d'agir, c'est parce que je voyais des bennes se remplir tous les jours de lavabos, de portes, de fenêtres, tout ce qui était encore visiblement avec un potentiel d'utilisation et qui était aberrant de jeter. Donc réduire nos déchets, ça a été le premier axe important. Et aussi l'emploi. Sortir les gens de l'inactivité, du chômage, aussi aller dans la création d'entreprises dans les quartiers. Ça, c'est le deuxième axe qui a été aussi identifié tout de suite. Et après, le troisième, c'est lié aux collaborateurs, mais aussi aux parties prenantes, c'est-à-dire les riverains. C'est aller aussi sur le bien-être, la santé à travers le sport, voilà, l'activité physique. Alors, quand on a préparé cet atelier, vous m'en avez déployé effectivement un nombre incalculable de cas. Donc, il a fallu faire des choix parce qu'effectivement, on n'a pas un temps illimité. Donc, vous l'avez compris, le groupe Eiffage a une politique RSE systémique, très opérationnelle, avec effectivement donc ces différents axes que vous nous avez cités, et donc pas que l'environnement, mais aussi l'insertion, le lien avec les quartiers, parce qu'effectivement, dans le secteur de la construction, c'est aussi important de créer ce lien avec les parties prenantes, donc les usagers et les gens du quartier. Et donc vous allez nous expliquer un peu plus en détail ces 3 actions par rapport à ces différents axes. On va d'abord aller sur Réavi. Oui, alors qu'est-ce que c'est Réavi, effectivement
pour rendre opérationnel de ce constat, parce que quand j'ai dit à mon patron, j'avais 40 ans, donc c'est un peu la crise de la quarantaine quand on se demande ce qu'on va faire plus tard. Donc j'ai dit, Bruno, faut que je te parle, hein, ce chantier que tu es en train de me demander de démarrer, je ne sais pas si je vais le faire, parce que j'ai envie de changer les choses dans le bâtiment et je vais peut-être arrêter de travailler pour toi. Parce que je voudrais qu'on réemploie ce qu'on est en train d'enlever pour remettre du neuf, quoi. Bon, lui, il a été intelligent, il a voulu dire reste avec nous, on peut peut-être le faire ensemble. Donc c'est comme ça que c'est fait. Donc c'est de l'intrapreneuriat, finalement, ça a été un peu ça. Je ne l'avais pas senti tout de suite, mais je me suis dit, ça c'est quand même l'occasion, je peux peut-être faire ce que j'ai envie de faire tout en gardant un emploi, un salaire, c'est quand même plus simple. Et 6 mois après est née une association qui s'appelle Réavis, donc en 2017, pour rendre opérationnel un peu ces petites idées qui étaient en train d'arriver. Donc Réavis, c'est essayer de trouver une nouvelle manière de faire les chantiers, tout en aidant tout un secteur qui est déjà bien organisé. Donc un secteur avec des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises générales, des artisans. Avec toute cette complexité de la logistique, parce que vous imaginez un chantier, c'est déjà toute une organisation, il y a déjà très peu de place pour s'installer, pour avoir de l'approvisionnement, pour trier des déchets qui arrivent, et leur dire maintenant il va falloir que vous pensiez à déposer proprement un lavabo sans le casser, puis vous le mettez dans un coin sans le casser, il faut qu'on puisse le récupérer, qu'on le requalifie, qu'on lui retrouve un... Donc tout de suite est née cette idée de mettre en place des plateformes logistiques, de pouvoir sauver sauver ces éléments-là pour leur trouver une deuxième vie. Donc c'est à l'époque on parlait, c'est devenu un peu plus courant maintenant, on parlait de réemploi, d'économie circulaire au bâtiment, mais en y apportant une dynamique d'insertion professionnelle. Voilà, ça c'était aussi l'ADN du projet, pour répondre à ce deuxième axe dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, Réavis, c'est 32 salariés qui interviennent du diagnostic avant travaux jusqu'à la vente et la mise en relation avec des repreneurs pour développer le réemploi dans le bâtiment. En résumé, c'est ça. Et donc, Eiffage, avant-gardiste là-dessus, a permis de lancer des démarches très systématisées dans les chantiers. Donc, l'avantage, c'est qu'en étant responsable RSE, on a pu faire beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire essayer d'avoir un nouveau logiciel, notamment pour les conducteurs de travaux, les directeurs de travaux qui ont déjà un logiciel, donc ils sont un peu comme des robots, des fois ils appliquent pas mal de principes, et là on leur donne depuis quelques années une nouvelle manière de réfléchir, et on se rend compte qu'avec le temps, il y a un logiciel qui se met en place pour se dire, avant de faire un chantier, j'analyse, je fais un diagnostic, je vois qu'est-ce qu'on a comme matériaux, on voit le potentiel de réemploi, j'organise toute une démarche de déconstruction sélective, méthodique, et tout un chemin logistique pour pouvoir les emmener vers les plateformes de réemploi. Et en même temps, on a bien évidemment, en tant que responsable de cette démarche-là, on a emmené aussi d'autres parties prenantes, donc nos clients qui, dans leur marché, ne nous avaient pas imposé cette démarche-là. Et par force de proposition, on a aussi pu changer certains marchés en intégrant du réemploi. Donc ça, c'est aussi une victoire quand on fait de la RSE, c'est aussi emmener nos clients vers un peu plus d'actions qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Alors, dans les actions RSE que vous mettez aussi en place dans le groupe, vous poussez encore plus loin le volet, on va dire, social, ancrage territorial, ancrage local et responsabilité à l'égard des habitants, de l'environnement autour des chantiers. Vous pouvez nous présenter un petit peu des actions très concrètes que vous mettez en place sur ces axes-là ? Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, comme on est en plein dans les quartiers, dans le cadre de l'ANRU, les rénovations urbaines qui sont des programmes annuels, on a du coup en contact toute une population qui est représentative de la population, qui pourrait rassembler toutes les difficultés économiques et sociales de la France. La proposition a été de faire un chantier, une action RSE. Voilà. Donc ça se traduit par un comité de pilotage qui se met en place avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, la ville, le territoire, les associations en présence, ou ça peut être aussi un centre social, pour ensemble déterminer des thématiques qui correspondent au site et aux populations. Et à partir de là, arrive une animation, ça s'appelle Citez-nous. Donc on a pu en faire quelques-unes très importantes, notamment à Noisy-le-Sec, à Montreuil. Et c'est souvent différent. À Montreuil, ça a été un grand forum de l'emploi,
où 250 habitants ont pu participer à des entretiens en plein quartier avec des entreprises mobilisées qui, au préalable, ont mis des offres d'emploi et on les a mis en face de demandeurs d'emploi avec tous les prescripteurs, donc France Travail, les associations. Et 140 entretiens ont pu être faits sur place et ça a débouché une dizaine de recrutement direct. Donc c'est ça qu'on essaie de mettre en place avec des actions concrètes et c'est surtout participatif. On évite un peu tout ce qui est stand, etc., découvert. Donc on fait participer. Autour de ça, on y associe aussi d'autres thématiques. On parlait tout à l'heure de sport et bien-être. Donc on amène aussi le sport dans le quartier, pour ceux qui n'en font pas. Donc ça peut être de la boxe, ça peut être de la marche athlétique. On s'est rendu compte en allant chez les gens, parce que quand on fait de la réhabilitation, on est en milieu occupé. Je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. On va chez les gens, on leur change leur toilette, donc on vit un peu avec eux, on connaît leurs problématiques. Et une des problématiques qu'on a vues, c'était aussi un problème de santé, de sédentarisation. Donc le fait de montrer qu'on peut faire des actions simples, de la marche avec un coach, c'est aussi un des objectifs de ces actions-là qu'on mène sur les chantiers. Et sur ces séances de coaching sportif, vous les associez en fait à des séances avec vos salariés. Parce que initialement, d'ailleurs, ces séances étaient pensées d'abord pour vos salariés, en bureau, puis après sur chantier. Parce qu'effectivement, la condition de vie au travail, c'est aussi pour les salariés. C'est ça aussi l'axe RSE d'une entreprise. Et donc, vous avez décidé de l'élargir, ou vous l'avez proposé, voire ça a été demandé en fait par les habitants de rejoindre ces séances de coaching. Et dernière action que vous souhaitiez effectivement évoquer avec nous, c'est la dimension entrepreneuriat. Pour le coup, on va sortir de l'entreprise. Vous avez une action dynamique sur le sujet. C'est ça, ouais, dans la continuité de répondre à ces problématiques dans les quartiers, on s'est associé avec une association qui s'appelle Time to Start, parce que l'objectif c'était de se dire que dans les quartiers, il y a quand même beaucoup d'énergie. Donc arriver à les aider en plus de l'insertion professionnelle, donc à trouver du boulot, c'est comment eux-mêmes peuvent faire leur boulot, devenir leur propre patron. Donc j'ai mis en place le challenge coup de pouce depuis 2 ans, qui est assez simple, c'est de proposer aux habitants des quartiers dans lesquels nous intervenons de s'inscrire à une formation de porteurs de projet, dès lors qu'ils avaient une envie, une idée. Et Time to Start accompagne de l'idée jusqu'à l'immatriculation de l'entreprise. Et ensuite, ils postulent à ce challenge-là. Donc, on y associe tous nos partenaires, des fournisseurs, des sous-traitants, pour constituer un jury. Et ils viennent, du coup, participer, pitcher, nous vendre leurs trucs. Et ensuite, ils ont la possibilité d'être accompagnés pour avoir leur premier contrat, leur première commande dès leur première année d'exercice. Donc c'est un succès parce qu'on a de plus en plus de demandes. On est à la 2e édition en 2024. Donc l'idée c'est que chaque année on va reproduire ce challenge-là et augmenter le nombre de participants au challenge. Et c'est ouvert à tout type d'activité, c'est pas forcément bâtiment. Donc dès lors que ça répond à l'éthique et aux valeurs du groupe Eiffage, tout projet est bienvenu. Merci Monsieur Amaoui. Alors la RSE est une démarche globale qui touche autant des enjeux sociétaux, environnementaux, de finances durables, de gouvernance et bien d'autres. On constate que la RSE n'est plus aujourd'hui l'affaire d'une seule direction spécialisée et tend à être intégrée au quotidien de tous les métiers. Et on va le voir effectivement avec vous, Monsieur Maxent, puisque vous impliquez donc l'innovation aux enjeux de la RSE fixés par le groupe EDF. Donc je vais vous demander la même chose. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et présenter vos missions au sein du groupe EDF? Bonjour, Olaf Maxent, je suis ravi d'être avec vous. Donc, je suis effectivement à la direction innovation du groupe EDF. Il y a des directions innovations qui sont implantées dans les métiers du groupe et moi j'ai la chance de travailler avec l'ensemble des métiers en ayant une vision relativement transverse sur les activités du groupe. Mon boulot à moi au quotidien, c'est de développer les soft skills et les hard skills, donc les savoir-faire, les savoir-être des collaborateurs EDF pour leur donner le goût d'innover et de s'engager dans la transformation du groupe.
d'être collé aux agilités nécessaires pour pouvoir comprendre les évolutions sociétales et proposer des offres, des services au groupe EDF, issus du groupe EDF, de les proposer aux entreprises, de les proposer à nos clients particuliers et de proposer finalement aussi aux collaborateurs des solutions qui ont du sens et qui sont collées à notre raison d'être. Donc effectivement, on a ressorti des actions qui montrent ça, que le groupe s'appuie sur l'engagement vraiment actif des collaborateurs du groupe pour aller jusqu'à ces enjeux de RSE qui sont bien au-delà de la neutralité carbone et climat, aussi des enjeux de bien-être et solidarité, on va le voir dans les actions, de développement responsable. Je vais vous demander la même chose que pour M. Amaoui, nous présenter 3 de ces actions. Tout à fait. Alors, c'est 3 actions, mais en fait, peut-être revenir juste sur le slide précédent, pardon, sur notre raison d'être, parce que en fait, on a cette chance entre guillemets à EDF, avant que le buzz entre guillemets de la RSE et la nécessité d'agir soit identifié dans les années 70, 80, 90, peu importe, mais depuis 46, finalement, on a récupéré les actifs hydrauliques et puis cette nécessité de proposer à la sortie de la guerre, EDF a été créé en 1946, le devoir de proposer une électricité à l'ensemble des Français au même tarif. On appelle ça la péréquation tarifaire, de proposer que vous soyez perdu en Corrèze ou au milieu de Paris, l'électricité au même prix. Voilà. Ça, c'est la mission qu'on a eue, puis de regrouper l'ensemble des moyens de production hydraulique et thermique à l'époque. Et on a rajouté depuis, vous le savez, une solution qui produit l'électricité bas carbone, qui est l'électricité nucléaire. Donc du coup, intrinsèquement, l'ensemble de nos actions aujourd'hui, c'est de servir les clients particuliers et les entreprises françaises, les Français pour faire simple, en leur proposant l'électricité au meilleur tarif possible. Et cette électricité, elle doit être décarbonée. Depuis 1946, c'était à peu près le cas, et on a encore renforcé avec l'électricité nucléaire cette décarbonation en étant en Europe une référence, mais dans le monde aussi très clairement. Du coup, notre raison d'être qu'on a écrit il y a quelques temps, elle résonne complètement autour de la RSE, puisque c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et des solutions et des services innovants. Donc, il y a à peu près tous les mots qu'on a évoqués depuis le début. Et par définition, l'ensemble de nos actions aujourd'hui, l'ensemble des produits et services que nous concevons va dans cette direction du bien-être, du développement et du zéro carbone à horizon 2050. Voilà. Donc on a effectivement sorti 3 actions. La première, c'est aussi une action d'intrapreneuriat. Le fil rouge de ma présentation, c'est donner du sens aux collaborateurs grâce à la RSE. Moi, les 3 projets que je vais vous montrer, on a un engagement sur ces projets qui est encore différent des autres, encore plus fort et qui donne encore plus de sens aux collaborateurs jeunes et moins jeunes qui travaillent sur ces projets. On se connaît un peu avec Mohamed et je sais très bien ce qui est réalisé à Eiffage. Et je pense que tu as à peu près la même perception, c'est-à-dire que quand tu arrives à venir avec des projets qui donnent du sens, tu as un engagement, et tu l'as décrit, qui va au-delà du projet et qui est en capacité d'embarquer les collaborateurs et les clients. Et bien nous, il y a 3 ans maintenant, il y a 2 jeunes, une trentaine, quarantaine d'années, clin d'œil, qui sont venus voir la direction innovation et qui nous ont dit, même si on fait plein de choses, même si on produit de l'électricité bas carbone, il faut qu'on aille encore plus loin et qu'on arrive à réduire en faisant de la compensation carbone. Comment faire pour aller au-delà et de réduire le carbone sur des actions qu'on n'arrive pas encore à mettre au niveau carbone zéro. On sait qu'on est dans une phase de transition en France et qu'il y a des actions, il y a des activités industrielles qui émettent du CO2. Donc comment est-ce qu'on peut créer de la compensation carbone pour le groupe EDF et pour nos clients entreprises qui
sont sur le chemin de la compensation carbone, mais qui n'ont pas encore réussi à être carbone zéro, net zéro, comme on dit aussi. Du coup, ces deux collaborateurs, ils ont été accompagnés par ma direction, la direction innovation, et ils ont créé une filiale qui s'appelle Oclima, qui existe maintenant officiellement et qui a une 30aine de collaborateurs. C'est une start-up qui a 2 ans et qui propose des services à nos clients entreprises pour faire cette compensation carbone et contrer les effets négatifs des activités industrielles qui ne peuvent pas être encore net zéro. Du coup, autour de moi, parce qu'on partage les mêmes locaux avec cette filiale, j'ai une 30aine de collaborateurs qui passent leur temps à chercher des sites industriels pollués et des zones forestières qui sont dans un état pitoyable, je vais le dire comme ça. Et l'objectif, c'est d'identifier ces zones industrielles polluées et ces zones forestières qu'il va falloir reboiser pour créer cette compensation carbone dans la durée, grâce notamment à des actions de reforestation sur ces zones qui ont été touchées et abîmées par nos activités industrielles jusqu'à présent. Le quotidien, c'est donc d'aller à la rencontre terrain de ces zones à reboiser et de travailler avec des sociétés qui vont reboiser et créer des conditions d'évaluation de cette décarbonisation avec des industriels. On a par exemple Air France aujourd'hui qui est venu nous voir et qui est l'un des plus grands clients d'Oclima et qui, grâce à Oclima, permet de compenser une partie de ses activités industrielles qui émet du carbone. Moi, je vois une 30aine de jeunes qui viennent d'environnements différents, AgroParisTech pour certains, qui ont des engagements très forts et qui nous parlent du sens dont ils ont besoin au quotidien pour pouvoir venir au travail. La plupart ont fait des grandes écoles. Je parle d'AgroParisTech, mais il y en a d'autres, parfois des écoles d'ingénieurs. Et ils ont eu ce besoin, en sortant de l'école, d'avoir des conditions de travail qui étaient celles qu'ils ont aujourd'hui. J'ai envie de dire, peu importe les conditions de travail, peu importe le salaire quand on échange avec eux, mais par contre des activités au quotidien qui leur donnent du sens. Mettre à profit l'enseignement qu'ils ont eu, le savoir, pour pouvoir contribuer activement aux activités de compensation carbone ou aller vers des activités d'innovation vers le net zéro, vers le zéro carbone. La plupart n'ont pas négocié leurs conditions financières parce qu'ils trouvaient réellement le sens dans ces activités au quotidien. Et les 2 autres exemples qu'on va évoquer sont à peu près de même nature. Alors, avant de passer au deuxième exemple, un propos introductif, parce que en plus ça s'est passé cette semaine. Ce mardi se tenait la 4e journée nationale contre la précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est des personnes qui ont des difficultés à chauffer ou même à refroidir correctement leur logement en raison de leurs ressources limitées ou de mauvaises conditions d'habitat. Selon l'Observatoire national de la précarité énergétique, près de 7 millions de Français souffrent de précarité énergétique. Selon même l'association Stop à l'exclusion énergétique, ça pourrait être 12 millions en fait, de personnes. En 2023, on comptait plus de 1 million d'interventions pour impayés de factures d'énergie. Et là aussi, donc EDF, depuis longtemps, a décidé de s'engager dans des actions de solidarité en faveur des publics fragilisés et des clients démunis. Donc, Monsieur Maxent, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, notamment de ce partenariat avec l'association Ashoka. Ashoka et l'Abbé Pierre. Tout à fait. Ouais, la précarité énergétique, c'est aussi un vrai sujet. Je vous ai remis en propos liminaire la 46, services publics, etc. Mais c'est inscrit dans notre ADN. Nous, notre boulot, c'est aussi d'offrir de l'énergie au plus grand nombre. Donc, si je prends le parallèle, être un industriel aujourd'hui et puis offrir un service qui va provoquer et faire rentrer, comme ça se passe en Angleterre, nos clients dans la spirale infernale de l'endettement, ce n'est pas imaginable pour un grand nombre de collaborateurs du groupe EDF. Du coup, être industriel et faire des actions de RSE,
ça va ensemble, forcément. Donc on a cette complexité, nous, de temps en temps, de dire on est là pour vendre des électrons, mais on est là aussi pour donner du sens et pas faire en sorte que le service qu'on offre, qui a un coût, on pourrait discuter aussi du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, il ne faut pas qu'il soit trop bas, il ne faut pas qu'il soit trop haut. S'il est trop bas, il faut qu'il soit à son juste prix. Donc on essaye de le faire le moins cher possible, mais malheureusement, aujourd'hui, l'énergie, elle augmente de plus en plus. On l'a sûrement vendue de manière pas assez chère ces dernières années. On a surconsommé ces dernières années, trop consommé, j'ai aucun doute là-dessus. Donc l'objectif maintenant, vous l'avez décrit, c'est de se mettre dans une logique de moins consommation et de juste consommation. Les logements précaires, on appelle ça, nous, les passoires thermiques. La plupart des logements, quand Mohamed n'intervient pas pour faire la rénovation énergétique, sont des passoires. Ça consomme. En qualité de l'air intérieur médiocre, parce que la plupart du temps, on calfeutre. Du coup, il y a en plus des maladies qui sont créées. Et dans une logique, encore une fois, groupe EDF, il n'y a aucun intérêt à placer nos clients dans la spirale infernale de l'endettement, de voir des clients qui ne sont plus en capacité de payer leurs factures, et puis d'offrir à nos clients un service qui va aller à l'encontre de leur vie au quotidien et de les mettre dans une spirale, je le redis, c'est vraiment le mot que je retiens, moi, dans la spirale de l'endettement. En Angleterre, ça se passe comme ça. Il y a 30% des personnes aujourd'hui qui ont des difficultés, 30% des foyers qui ont du mal à finir la fin de mois, en partie, clairement, à cause des factures énergétiques qui ont explosé ces 10 dernières années. Donc, on ne parle pas d'un petit problème. Alors, comment est-ce qu'on a traité ou comment est-ce qu'on essaye de traiter le problème ? Il y a 3 exemples. Le premier, c'est de se rapprocher des acteurs qui savent, donc notamment la fondation Ashoka, qui travaille sur les très précaires, parce que nous, groupe EDF, on n'a pas ce savoir-faire-là. On est au contact des clients, mais on pense que c'est vraiment une approche particulière et un métier de pouvoir travailler socialement avec les très précaires. Du coup, ils ont développé tout un programme de rénovation de l'habitat, avec notamment l'ADEME, que vous avez vu aussi en introduction, qui intervient et qui accompagne un certain nombre de foyers qui sont dans cette logique des très précaires. C'est quelques pourcents de la population, mais ce nombre, il croît régulièrement. On travaille aussi avec la Fondation Abbé Pierre, qui a aussi cette logique de travailler sur l'habitat. Et on a notamment proposé aujourd'hui à nos clients particuliers de faire du don d'énergie. Au lieu de donner de l'argent, on a proposé à nos clients particuliers, notamment ceux qui réalisaient des actions d'économie d'énergie, de reverser ces économies d'énergie, donner du sens là aussi. Plus fait d'économies d'énergie, moins la facture est importante. Pour certains, finalement, la facture d'énergie, elle n'est pas si importante que ça. En tout cas, ils peuvent se permettre de donner de l'énergie, de donner les efforts au quotidien et de savoir que si je baisse de 18 à 16 degrés dans ma chambre la nuit, c'est peut-être 2 degrés de chaleur qui va être offert à un très précaire. Et donc la Fondation Abbé Pierre, elle a identifié les précaires et elle permet de gérer ces dons d'énergie qui sont bien sûr symboliques, mais qui fonctionnent. Et puis le troisième, on est un tout petit peu plus dans l'anecdote, mais c'est les équipes innovation qui se sont dit qu'il va falloir qu'on réussisse à se situer dans l'habitat pour ne pas trop se chauffer. Donc 16, 17, 18 degrés, c'est aussi ça. Donc l'innovation, elle sert aussi à proposer des solutions qui sont simples. Et on a proposé des thermomètres, c'est quelques centimes d'euros, 30 centimes je crois aujourd'hui, pour fabriquer ce thermomètre. Il n'est pas digital, on appelle ça c'est des actions qui cherchent à proposer pour quelques centimes une solution concrète pour pouvoir situer les précaires dans un bon niveau de chauffage et donc dans un niveau de consommation d'énergie les plus basses possibles. On en a distribué plusieurs centaines de milliers à nos clients précaires. Vous constatez des résultats positifs sur cette action, particulièrement auprès de ces clients démunis ? Oui, mais pas assez. Franchement, pas assez. Ça doit être l'affaire de tous, de l'ADEME, de l'industrie derrière, qui doit se mobiliser pour cette action. Derrière le climat, il y a bien sûr cet impact climat donc on a évoqué depuis le début, mais il y a vraiment des impacts sociaux aujourd'hui qui sont extrêmement importants et extrêmement marquants pour beaucoup de populations. Dernière action,
Alors c'est la dernière action que vous vouliez évoquer. Elle va rappeler des souvenirs dans la récente mémoire collective, puisque vous allez nous raconter l'histoire de la flamme sans combustible qui a brillé dans le ciel de Paris tout cet été. Oui, tout à fait, un super projet. Donc c'est la direction innovation du groupe EDF qui a produit cette flamme. J'ai participé au projet, j'ai eu cette chance-là. 2020 à peu près, Paris 2024 est venu voir EDF en disant voilà, on a envie d'innover. Vous avez vu, la logique de Paris 2024, c'est d'innover en donnant du sens aussi et en s'engageant dans une phase d'héritage. Et j'ai choisi ce projet parce que quand Paris 2024 est venu nous voir, il y avait à la fois cette notion d'héritage, d'impact social aussi, et puis de zéro carbone. Le défi, c'était comment est-ce que vous pouvez construire une flamme qui ne consomme pas de carbone. On a réussi à garder le secret jusqu'au bout, hein, jusqu'au jour du lancement des Jeux Olympiques. Et on l'a même gardé jusqu'au lendemain, puisqu'on a révélé, entre guillemets, que cette flamme était une flamme zéro carbone. Pour garder toute cette surprise, et la plupart des retours, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais étaient de dire ah ouais, au début on croyait que c'était une vraie flamme posée en dessous du ballon. Donc cette flamme, on en a un peu parlé dans les médias, elle est faite d'eau et de lumière. Donc elle est faite d'eau, uniquement d'eau, ce que vous voyez là-haut, et de spots lumineux LED qui sont alimentés par des panneaux photovoltaïques en amont. Donc on a réussi, après 4 années de recherche, à faire en sorte d'innover tout en gardant la tradition, donc de proposer une solution qui n'émet pas de carbone, qui est vraiment dans la logique net zéro, tout en gardant l'héritage qui a des centaines d'années, au moins une centaine d'années en tout cas, sur cette flamme olympique, et d'offrir de l'émerveillement derrière. Donc, bien sûr, un gros engagement de l'ensemble des équipes qui ont travaillé là-dessus, même si c'était une équipe qui était très réduite. Mais le message que j'ai voulu vous passer, c'est que RSE et innovation, ça va ensemble, et on a besoin d'innovation à l'intérieur de nos entreprises, donc à l'intérieur de vos IUT, pour pouvoir relever le défi de ces enjeux autour de la RSE, que ce soit des enjeux sociétaux ou que ce soit des enjeux technologiques, pour relever le défi d'aller baisser dans nos industries ou auprès de nos clients particuliers tout cet enjeu climatique qui nous attend et tout cet enjeu social de transformation qui nous attend pendant ces prochaines années. Et puis j'imagine qu'avec ce projet, vous avez rendu fiers aussi les salariés, avec peut-être cette envie et ce goût de s'impliquer davantage dans des projets peut-être sociaux ou sociétaux en interne ou en externe, voilà, à l'égard des collaborateurs. Mais merci à vous trois pour ces présentations de cas. Je souhaitais vraiment qu'il y ait une présentation, on va dire, projet par projet. Mais maintenant, voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez, et là on va rentrer un peu plus dans du dialogue croisé, ce que ces actions à impact RSE, alors vous l'avez un petit peu dit dans vos propos, mais quand même apportent à vos organisations respectives. Alors Mme Picard, on va commencer par vous. Alors, concrètement, ce qui est assez marquant, c'est de voir que les acteurs qui s'impliquent dans ces démarches sont ravis de participer en fait, à quelque chose qui dépasse leur entreprise. Globalement, dans le comité stratégique de filière, que ce soit dans le jeu des carbone ou les labels, il y a une conscience de l'urgence climatique, je pense, des fois oscillante, mais il y a voilà, un vrai goût, une vraie appétence et un enthousiasme à s'impliquer dans ces enjeux sociétaux, climatiques. Ce qui est également très marquant, dans les journées de jeux des carbone, donc en ce moment à Belfort, on va être à la 11e rencontre nationale, c'est de constater que les entreprises qui témoignent ont impulsé, quand elles ont impulsé une démarche de décarbonation, bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, le contexte économique est quand même morose, inquiétant, géopolitique. On va pas adresser on ressort de ces journées boostées, en voyant des chefs d'entreprise qui se projettent dans l'avenir et qui, en se projetant avec cette logique de décarbonation, de RSE, entraînent une dynamique positive
quasiment qui les dépasse, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a été impulsé et presque qui court derrière la démarche et leurs employés qui, en s'engageant dans cette démarche, tirent toute l'entreprise. Et c'est très enthousiasmant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est prioritairement les entreprises qui ont des gestions long terme. Donc on a beaucoup dans les témoignages de coopératives ou de gestion d'entreprises familiales. Voilà, le long terme. Donc c'est une question quand même de qui voit loin et en voyant loin des employés et une entreprise qui se tire elle-même toute seule. C'est ça qui me marque beaucoup dans ces témoignages dans Jeu des Carbones. Pour les labels, je dirais, c'est à écrire ensemble. Vraiment, les labels s'appliquent, sont applicables dans vos formations d'IUT. Donc, concrètement, j'espère qu'on en reparle prochainement de ce que cela produit. Il y a Diane qui est dans la salle. Peut-être, Diane, je ne sais pas si tu veux te lever, qu'on t'identifie. C'est Diane qui, au sein de l'équipe du comité stratégique de filière, s'occupe de ces sujets. Donc, n'hésitez pas à lui en parler après notre atelier. Merci. Messieurs, pour vous, qu'est-ce qu'apporte en fait la RSE si on va un tout petit peu plus loin sur l'apport que ça peut avoir pour vos organisations, mais peut-être aussi pour l'ensemble des parties prenantes que vous touchez? Alors, il faut aussi dire la vérité, parce que c'est très nouveau. Donc au début, RSE. Toi, tu es responsable de qu'est-ce que ça veut dire? Il a fallu plusieurs fois expliquer ce que c'était RSE. Et après, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi de la pédagogie pour expliquer comment leur métier change, donc dans la conduite du changement, qu'est-ce que ça implique pour eux. Donc c'est beaucoup de pédagogie, d'accompagnement. Un exemple très simple que je peux vous donner, c'est quand on a annoncé qu'on allait déposer proprement des toilettes et qu'on allait les réemployer, ça a été un choc pour beaucoup. Et certains m'ont dit, jamais de la vie, on va réemployer des toilettes qu'on enlève chez nos locataires. Aujourd'hui, 8 ans après, c'est dans des marchés de bailleurs sociaux. Donc, ils ne se posent plus la question, ils m'appellent, Mohamed, comment on fait là? J'ai un nouveau chantier. Voilà, le client, il est d'accord pour qu'on mette 70 toilettes. Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut qu'on les emmène avec nous. Et qu'on leur explique que leur métier, maintenant, il se fait plus sans considération d'impact de chacune de leurs actions. Et il y a deux types de collaborateurs. Il y a ceux qui sont ouverts et qui vont à fond, et puis il y en a d'autres, on les tire. Donc peut-être que les étudiants, c'est la même chose, j'imagine. Vous avez un discours qu'il faut avoir pour un peu plus pour certains, et d'autres qui sont très ouverts. Ce que nous, on essaye de faire, c'est vraiment de concrétiser, d'aller sur leur chantier. Je fais ce qu'on appelle un lancement RSE, ça prend du temps, mais chaque chantier qui démarre, je vais dans le chantier, je m'assois 1 heure, j'essaie de comprendre l'opération, et je fais un lancement RSE avec une fiche de synthèse sur les actions qu'on systématise, et je leur explique comment ils vont la faire et comment je peux les aider et comment on peut amener les maîtres d'ouvrage. Et quand on y arrive, c'est génial, parce que le maître d'ouvrage, il dit mais c'est génial, on n'y a pas pensé en écrivant le marché, mais vous nous proposez. Parce qu'aujourd'hui, systématiquement, quand dans le marché, il n'y a pas de réemploi qui est indiqué, qui est dans le marché, au lancement RSE, je leur dis, écoute, ton client, quand tu fais ton témoin de logement, avec tes produits tout neufs, là, tout beau, à côté, tu fais livrer un WC reconditionné, un lavabo reconditionné, on va voir ce que ça donne. Et 90% des cas, le maître d'ouvrage dit, oui, vous avez raison, il n'y a aucune raison qu'on achète le même, alors qu'on peut avoir des appareils sanitaires de réemploi. Donc ça contribue à valider l'essai avec les collaborateurs qui, quelques années auparavant, disaient que ce n'était pas envisageable. Donc du coup, ils sont convaincus, leur client est convaincu. Alors, il faut être économie viable, parce que les RSE, c'est ça aussi, c'est une contribution de l'entreprise sur des enjeux, tout en restant économiquement viable. Donc, il y a toute cette question de coût. Donc, on essaie de montrer que c'est à coût équivalent et qu'il n'y a pas de perte là-dessus. Donc, ça, c'est aussi un argument qui permet de les emmener avec nous. Je voulais juste peut-être faire un petit lien aussi avec les étudiants. Ce que je propose aussi au RH, au service RH, c'est aussi de proposer dans les stages ou dans les parcours d'alternance, c'est d'avoir une journée par semaine dans une structure qui agit sur des enjeux sociétaux et environnementaux. Et ça fonctionne très bien, on se rend compte qu'on attire plus d'étudiants. Donc c'est aussi une manière d'amener nos étudiants à poursuivre leur parcours professionnel, mais tout en ayant aussi des implications dans des structures qui interviennent sur des enjeux environnementaux, sociétaux, etc.
Ce qui est très intéressant dans votre profil, c'est que vous venez du terrain. Vous venez du terrain, vous connaissez le chantier, et j'imagine que quand vous vous mettez à la table avec les maîtres d'ouvrage, les opérationnels du chantier, et que vous parlez RSE, ça parle vrai. Et du coup, je pense que vous les embarquez facilement, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être plus facilement que si vous étiez voilà, vous sortiez du sérail RSE sans connaître forcément l'opérationnalité. Alors voilà. ça c'est vrai parce qu'il y a un service RSE à l'échelle du groupe, de la holding. Nous, on est quand même plus opérationnel. On sait de quoi on parle. Moi, j'ai déposé des toilettes, je sais comment ils finissent. Donc, on ne peut pas proposer des actions sans connaître tous les tenants et les aboutissants et l'impact que ça peut avoir sur la vie de tous les jours des entreprises, parce qu'il faut aussi convaincre les entreprises qui déposent. Un plombier, quand vous lui dites tu vas arrêter de mettre un coup de masse sur le lavabo et le mettre à la poubelle dans une benne, aujourd'hui tu vas aller doucement, tu vas prendre une clé, tu vas dévisser, tu vas mettre 3 fois plus de temps. Ça a été compliqué au début. Mais après, là, ils comprennent et on est en train de changer quand même. C'est une nouvelle manière de faire les travaux, quoi. C'est pour ça que la RSE, c'est bien en tant que métier à part entière, consultant RSE ou responsable RSE dans des structures, mais c'est bien aussi de l'intégrer, de le distiller dans l'ensemble des métiers, au moins au niveau de l'encadrement, voire même effectivement opérationnel. Et du coup, dans les jeunes qui sont dans nos établissements, c'est aussi important qu'ils aient ce petit soupçon, voire un peu plus en fonction des spécialités et en fonction des niveaux, de RSE, parce qu'effectivement, ensuite, c'est eux qui vont pouvoir un petit peu plus passer la seconde, voire la troisième, la quatrième vitesse du sujet, de ces sujets, de ces enjeux, donc environnementaux, sociétaux sur le terrain, mais tout en restant sur le terrain. Moi, je pense qu'effectivement, le secret, c'est ça, pas que, mais gardons de l'opérationnalité technique dans les métiers dont on a besoin, mais avec ce soupçon de RSE. Je n'ai pas oublié notre troisième intervenant avec ma question. Donc, qu'est-ce que ça apporte au groupe EDF, ces actions RSE à l'égard des collaborateurs, à l'égard de vos clients, pour le groupe? L'engagement et la confiance, sans aucun doute. L'engagement, c'était mon fil rouge dans tous les projets, dans les 3 projets. Il y a les projets où il y a des projets, des actions de RSE concrètes. Je reprends ce qui a été dit. Le fait de faire, de leur donner la possibilité d'avoir le moyen d'agir. C'est ça ce qui change. C'est ce qui change. C'est ce qui engage. Il faut faire en sorte que les collaborateurs puissent réaliser des actions. Le discours, ça fonctionne, mais c'est vraiment pas suffisant. Et de mon point de vue, ce qui est vraiment changeant, c'est de les mettre dans une situation de réaliser. Voilà, je réalise, j'enlève les toilettes, machin. Au début, tu crois que c'est pas possible, puis finalement, ça fonctionne. Nous, je reprends la petite anecdote, quoi. Même si on peut décarboner une flamme olympique, l'innovation, la technologie, elle nous permet, et je pense qu'en France, on est très bon pour ça, de relever quasiment tous les défis. Donc, il faut que vous placiez vos jeunes, là, maintenant, dans cette situation de relever les défis pour demain. On en a vraiment besoin, et de les mettre en situation de réfléchir, mais surtout d'agir à l'intérieur de défis d'innovation ou d'autres choses qui permettent, dans vos enseignements, de les mettre en situation d'action. Et je pense qu'ils retrouveront du sens. Moi, j'ai des enfants aussi, ils s'interrogent beaucoup. Voilà. Tout ce que j'ai entendu en propos liminaire, là, en introduction, je le retrouve chez moi, chez certains amis. Ils veulent du sens, ils en ont besoin. Il y aura du décrochage sinon. J'ai stagiaires qui arrivent, qui ne sentent plus le sens dans leur enseignement. Donc donnez-leur le sens grâce aux actions concrètes de RSE. Alors, avant de vous passer la parole dans la salle, parce qu'on va avoir ce petit moment d'échange, moi j'ai une dernière question, parce que c'est ma sensibilité TPE, PME. Donc le secteur de l'industrie, le secteur de la construction, c'est pas que des grands groupes. Là, effectivement, les cas qu'on vous présentait ce matin, c'est beaucoup de grands groupes, mais moi j'ai du coup une question, puisque vous les côtoyez, ces PME, qui sont souvent vos partenaires ou vos sous-traitants ou vos membres, Aurélie. Comment elles vivent la RSE, quels sont vos échanges avec eux, comment vous voyez qu'elles abordent ou qu'elles tournent le dos ou pas à la RSE. Voilà, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet des PME, voire des TPE. Alors, dans l'ordre que vous voulez. Alors, quand
Moi, ce qui est marquant, c'est de voir, selon la manière dont on l'aborde, ça va être très différent. Quand vous venez à une journée jeudi carbone, vous ressortez convaincu, en entendant ces pairs. Non, mais je ne le dis pas pour vendre les journées jeudi carbone, je le dis parce que concrètement, moi-même, à la 11e, je m'étonne encore. C'est-à-dire d'entendre ces témoignages, de voir, on a des entreprises de toute taille. Ça va de la petite entreprise d'embouteillage dans les Vosges qui a fait un travail exceptionnel à l'acierie. On a de toutes les typologies d'entreprises. Et donc, c'est concret. Par contre, je vous avoue que quand les entreprises rentrent par le rapport extra-financier sous la réglementation européenne dite CSRD, menée par les CAC, qui leur demandent 500 data points faits par des consultants qui n'ont pas une notion de technique, mais pas une seule notion de technique, et qu'à la fin, vous avez des vocables de consultants qui n'ont pas de lien ni avec la finance, ni avec les autres acteurs, c'est embêtant. Et ça fait une réaction immunitaire chez le dirigeant qui est préjudiciable. Alors même que les questions de RSE, elles ont des dimensions humaines dont j'ai beaucoup parlé, des dimensions financières aussi, parce que ce n'est pas un mot tabou à un moment de dire que réduire sa facture d'eau, d'électricité est enclenché dans une démarche ou de réduire les rebuts, parce que je suis épatée, des fois on a des questions de 50% de rebuts, donc quand on a 50% de rebuts, on peut c'est une dimension également d'impact environnemental, et de le prendre pas simplement par l'impact financier, mobilise plus les équipes, et pour autant a des impacts financiers. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une manière de rentrer dedans qui doit être extrêmement concrète, plus que donneur de leçons. Il y a une question par l'exemplarité, par le concret, de rentrer dedans. Peut-être en dévoyant un tout petit peu la question, il y a un petit sujet qui me tient à cœur, c'est la question des femmes par rapport à l'industrie et par rapport à nos sujets de RSE. Je suis désolée de prendre mon exemple personnel, mais comme beaucoup de femmes, je me destinais à la santé. Je voulais faire du care, comme statistiquement les femmes veulent faire du care, prendre soin des autres. Et finalement, mon parcours a fait que j'ai rencontré l'industrie. J'en suis tombée amoureuse. Mais dans l'industrie aujourd'hui, je réalise mon ambition première, faire du care. C'est-à-dire que l'industrie est aujourd'hui un secteur où on prend soin de la planète. Pour plusieurs raisons. Aller dans l'industrie qui pollue, c'est l'endroit où on peut travailler pour qu'elle fasse qu'elle pollue moins. Donc concrètement, dans cette question d'état d'âme des jeunes qu'on entend beaucoup, moi j'encourage les jeunes qui veulent changer le monde à ne pas aller que dans les entreprises qui sont toutes très propres et qui n'impactent pas, mais d'aller là où ça pollue et d'agir concrètement en connaissant la technique, pas avec pareil, et je rebondis, c'est pour ça que je fais le lien avec la question précédente, pas en donneur de leçons et en philosophie, mais en connaissant l'électronique, la chimie, la thermique, en revenant avec des compétences, c'est ce qu'on a dont on a témoigné dans le bâtiment. Et puis la deuxième partie, il y a toute une partie de l'industrie qui produit les solutions. Et c'est tout le travail de nouveaux systèmes énergétiques, faire qu'on l'industrialise en Europe. On n'a jusqu'à présent pas totalement bien réussi, mais on change le paradigme aujourd'hui au niveau français et européen. On redéveloppe l'industrie de la transition énergétique. Et donc moi, je vous encourage, et je suis disponible pour aider sur le sujet, mais vraiment à bien véhiculer auprès des gens qui ont cette vocation naturelle, en tout cas c'est sociétal. C'est comme ça et ça ne changera pas aussi vite que ça. Les filles veulent s'engager dans le care et le care, ça se fait aussi dans l'industrie. En tout cas, je peux vraiment en témoigner. Dans mon action aujourd'hui au quotidien dans l'industrie, j'ai l'impression de bien remplir cette ambition. J'aime beaucoup la formulation, je la retiendrai. Bravo. Mohamed, Olaf. Parce que c'est un peu comme tout à l'heure quand je disais qu'il faut accompagner nos collaborateurs. Nous, on a beaucoup de petites entreprises comme sous-traitants, donc c'est pareil, c'est très nouveau. C'est très nouveau. Donc on essaie de discuter, on discute, on leur explique ce que c'est, qu'est-ce que ça peut impliquer pour eux, puis on essaie d'avoir des objectifs ensemble. Un exemple que je peux vous donner, c'est que sur chaque chantier, quand on essaie de mettre en place cette réduction du déchet, en plus de ce qu'ils ont l'habitude de signer comme obligation, on leur dit de s'engager avec nous sur la déconstruction sélective. On se met d'accord sur un objectif. Et on l'écrit, on dit 5% des appareillages seront destinés à la réutilisation, au réemploi. Et à côté de ça, on l'accompagne par de la démonstration, de la formation. Ils ne savent pas, un plombier qui doit remplacer un lavabo, il ne sait pas comment il va le faire, comment il va s'organiser. Et on fait des projets ensemble. Un projet exemplaire qui est très simple, on a parlé de technologie, mais là, c'est très, très low-tech. On a fait à Sevran, donc une réhabilitation de 800 logements dans un quartier, un laboratoire éphémère de reconditionnement en milieu occupé. Donc pour un milieu occupé, concrètement, on rentre dans le ménage le matin,
qui a rendez-vous pour les travaux de rénovation, dans la journée, il faut qu'il ait tout remplacé. Donc il y avait un défi, c'est comment on fait pour déposer tout doucement, de manière méthodique, ces appareillages, faire en sorte que le plombier refasse tous les réseaux d'alimentation et d'évacuation de la salle de bain, de la cuisine et des WC, et que le soir, il puisse, au lieu de mettre du neuf, il puisse remettre le WC et le lavabo qui étaient déjà dans le logement le matin. Et la solution, ça a été d'utiliser un espace d'un parking complètement désaffecté pour installer donc, ce laboratoire très low-tech. C'est des bacs de décantation à base de vinaigre blanc et de savon noir et de bicarbonate de soude. Pendant 5-6 heures, ça décante et après, c'est nettoyé jusqu'à 15h30 et le plombier récupère ce lavabo-là au lieu d'avoir un carton tout neuf, etc. Donc lui montrer, le faire participer à ce projet-là, ce plombier-là, on sait qu'à l'avenir, lui, ça y est, il fait partie des entreprises qui ont changé la manière de travailler. Et on a formé aussi du coup des résidents donc, dans des nouveaux métiers qu'on appelle des valoristes pour intervenir avec le plombier dans un parcours d'insertion pour faire ce reconditionnement d'appareillage. Nos fournisseurs, pareil, on essaie d'être du coup en discussion avec eux, même s'ils ont beaucoup avancé, parce qu'ils savent que les entreprises, les grands groupes vont sur des achats responsables, mais on va un peu plus loin quand il le faut pour notamment sur des solutions de tri, de récupération des déchets triés sur les chantiers. Ça, parce qu'ils ne sont pas forcément très au point là-dessus. Ils savent éco-concevoir et éco-fabriquer des produits, mais après, quand il faut les récupérer, c'est plus compliqué. J'avoue qu'effectivement, les TPE, PME, c'est un peu comme les jeunes, dont on parlait tout à l'heure, l'ADEME. C'est vrai qu'en leur montrant aussi, ou en les impliquant dans des actions ou en leur faisant faire, finalement, c'est comme toute personne. Quand on fait, on s'engage plus facilement que quand on regarde de loin et qu'on se dit « Ouh là là, c'est pas fait pour moi ». Voilà, j'avoue que ça peut être... ce labo est très intéressant, je trouve. Voilà. Nous, on a une approche là, côté direction innovation qui est d'identifier les start-up, les PME, PMI, on appelle ça comme on veut, mais ça revient exactement au même, de toute façon de les nommer, qui peuvent nous permettre à nous de répondre à des besoins métiers très, très divers. Donc j'ai des collègues dont le métier est de passer leur journée à identifier les start-up, les ETI, les PME, qui peuvent répondre aux besoins du technicien en centrale nucléaire, du responsable hydraulique de la centrale en Haute-Savoie ou je ne sais trop quel autre métier. Et donc, c'est ce maillage et cette collaboration main dans la main sur des projets à enjeu RSE ou zéro carbone qui nous permet de collaborer ensemble. Donc nous, côté innovation, on ne sait pas faire, on ne sait plus faire sans les PME, PMI et les startups. C'est évident. On a plusieurs centaines de collaborateurs qui sont là pour créer ces collaborations, pour relever des défis de ces enjeux de demain. Donc je trouve qu'on représente plutôt bien l'écosystème avec un enjeu de filière industrielle au sens large qui s'organisent et qui sont en train de se transformer. Et la transformation, ça passe par d'autres modes de collaboration et d'innovation. C'est ce que je connais le mieux aujourd'hui, pour pouvoir relever les défis. Et je le redis, il n'y aura pas de défi sans d'innovation, qu'elle soit low-tech, peu importe. Mais on voit que c'est les meilleurs. On a besoin de se réinventer tous ensemble. Toute l'industrie, et, PME, PMI et grands groupes sont obligés de se réinventer, à la fois pour donner du sens aux collaborateurs, mais parce qu'on n'a pas d'autre issue que celle-là. Et ceci dit, je rassure les dirigeants et dirigeantes de TPE, PME de ces secteurs en ont bien conscience, puisque, alors pour la petite histoire, dans mon secteur d'activité, moi je travaille à la Fédération du bâtiment et on les accompagne, ces entreprises, sur ces sujets de transformation. Et on a vu effectivement l'évolution ces 4-5 dernières années sur ces sujets de RSE grandir, et pas que par la contrainte, voire pas du tout par la contrainte, ce que j'avais peur quand au début on a monté des dispositifs d'accompagnement, mais plutôt effectivement
sur ces différents enjeux de qu'est-ce que je peux faire pour agir sur les différents sujets, alors environnementaux, parce qu'effectivement, dans le secteur de la construction, c'est un grand sujet, mais pas que, sur les sujets aussi de mes collaborateurs et mon lien avec mon environnement externe. Donc voilà, c'était une petite question dont j'avais la réponse, mais quand même, je voulais vous le donner à voir, parce que c'est là aussi où nos jeunes vont trouver de l'emploi, majoritairement, effectivement, dans des PME, TPE, et pas que dans des grands groupes, même si, effectivement, il y a des belles places proposées par ces structures. Donc, si vous en êtes d'accord, on a encore un petit peu de temps pour vous donner la possibilité de poser quelques questions à nos intervenants. Voilà, si vous le souhaitez. Ah, Michel, vas-y. Ah, oui, j'ai un micro. Donc, Michel Vincent, IUT de Bobigny. Merci d'abord pour vos interventions et pour ces exemples très, très parlants. J'ai bien compris que votre engagement, il induisait un changement de comportement qu'il fallait accompagner. Vous avez parlé de pédagogie, etc. Mais est-ce que cet engagement, il a pour conséquence une révision des compétences attendues lors du recrutement ? Est-ce que vous attendez d'autres compétences, que ce soit en termes de savoir-faire ou en termes de savoir-être ? Est-ce qu'il y a des évolutions ? Alors, personnellement, ma première réponse, il y a 2 niveaux de réponse, mais ma première réponse, ça va être non, parce que concrètement, je pense que le message principal à bien passer aujourd'hui, c'est que l'industrie verte, quand on entend ce mot-là, beaucoup pensent que c'est une nouvelle industrie. Ça reste nos départements d'université, c'est les mêmes, sur la palette, on a les mêmes couleurs primaires, après on les compose différemment, mais une batterie, une PAC, ça reste de la thermique, de l'électronique, de la chimie, et j'en oublie, mais voilà, c'est les mêmes compétences. Donc ça, et c'est là où d'où l'importance des labels, d'où l'importance de faire connaître ces métiers. On ne résoudra pas la transition énergétique à coup de slide. Il faut des compétences techniques, il faut des spécialistes. Et on a trop de généralistes, on n'a pas assez de spécialistes. Le spécialiste est stratégique pour mener la transition énergétique. Donc ma première niveau de réponse, c'est non. Après, bien sûr qu'il y a du oui. Mais quand on regarde le sujet qu'on a travaillé sur les compétences, ce qui est le plus structurant, c'est les labels. Alors ça peut faire rire parce qu'on n'arrête pas de nous parler d'industrie verte, de grande révolution. Le premier sujet, c'est de faire savoir aux jeunes et aux moins jeunes que c'est les métiers traditionnels qui font la transition énergétique, qu'on les compose sur d'autres produits, mais c'est bien soudeur, thermicien, électronicien, et j'en oublie encore. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Bien sûr, après, on a répondu à des AMI-CMA et on a besoin de quelques foreurs de géothermie en plus. On a besoin, sur les PAC, un peu de compétences spécifiques. Sur les batteries, on a monté 4 projets d'AMI-CMA sur des compétences précises pour les nouvelles gigafactories. Mais en ordre de grandeur, sur les prochains 300 à 200 000 emplois qu'il faut d'ici la fin de la décennie, qui vont être créés, création nette, voilà, c'est avant tout les métiers qui existent. C'est avant tout de monter en puissance sur bien faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes que c'est ces métiers-là qui vont faire la différence. Donc, il y a bien sûr du oui, mais pour moi, le principal, c'est de faire bien comprendre à tout le monde que c'est avant tout avec les métiers actuels qu'on va faire cette transition. Et technique. Et en termes de savoir-être ? Alors après, bien sûr, et on revient sur la présentation de l'ADEME de ce matin, sur les savoirs, on revient bien sûr sur la bonne compréhension, la pédagogie, et je l'ai été rapidement, mais le petit schéma de tout à l'heure, on le diffuse, on essaie de le diffuser largement. Il y a cette compréhension de système, on a un monde qui se complexifie et c'est tout le travail qu'on mène au sein du comité. Comprendre ces différentes technologies, comprendre les différentes composantes énergétiques, économiques, sociales. On voit bien qu'on est quand même dans un monde plus complexe. Après, sur les savoir-être, j'ai plus de difficultés à répondre. Je ne suis pas employeur directement, donc moi je suis plus sur la question système, complexité. Je laisserai plutôt la partie employeur répondre sur la partie savoir-être. Peut-être simplement, on peut quand même constater, je dirais, une évolution, mais ça je crois qu'on l'a tous, vous le voyez même plus que nous, de relation au travail qui est un peu interrogé, d'individualisme dont on a pu parler, de justement gestion de la durée du temps, court terme, long terme, mais je crois que vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Oui, exactement. Moi, je suis complètement en phase avec ce que vient de rappeler Aurélie, c'est que sur les compétences dures, les hard skills, les savoir-faire, oui, il nous faut un peu plus de soudeurs à EDF, je pense que vous en avez entendu parler. Et puis il y a des compétences, on peut parler d'hydrogène, on peut parler de nouvelles compétences qui arrivent, mais je suis entièrement d'accord. La physique, ça reste de la physique. Donc il nous faut des techniciens qui sortent et qui sachent souder et qui connaissent les fondements de la physique, ça, sans aucun doute. Je suis entièrement d'accord. Bien sûr qu'il faut faire évoluer. Le schéma, il montre bien, premièrement, la pluridisciplinarité. Travailler
ensemble à relever des nouveaux systèmes, des nouveaux enjeux systémiques, bien entendu. Donc oui, nous, ce dont on a besoin de plus en plus, c'est des personnes qui sachent collaborer avec d'autres disciplines, d'autres environnements, et qui sont ouverts à ça. Donc l'ouverture d'esprit, nous on appelle ça l'agilité. On va avoir des chantiers importants dans notre entreprise pour justement convaincre que, alors moi je dis que c'est les outils de l'innovation. L'innovation, c'est pas qu'une finalité, c'est aussi des savoir-faire et des savoir-être qui vont pouvoir permettre d'inventer les solutions de demain, qu'elles soient low-tech ou hyper-tech, en fonction des sujets. Donc ce dont on a besoin sont bien des collaborateurs maintenant qui vont pouvoir travailler avec d'autres compétences dans des environnements qu'on ne connaît pas encore. Donc moi, j'ai typiquement un programme qui est d'apprendre à un certain nombre de nos collaborateurs d'agir dans un environnement qui est inconnu. Quand on est dans le monde du nucléaire, Diane, elle connaît ça plutôt bien, c'est vrai qu'on est plutôt passé chez les soudeurs, et on connaît le monde du nucléaire. Comment faire en sorte que ces compétences, elles se préparent à demain? Moi, j'ai un petit truc qui s'appelle les immersions en start-up. Et donc, j'envoie quelques dizaines de collaborateurs chaque année, on n'est pas encore passé à l'échelle, dans une start-up qui n'a rien à voir avec son environnement. Donc, du coup, il passe d'un énorme groupe à un tout petit groupe, 10, 20, 30 personnes. Il fait 3 semaines, à peu près 1 mois, peu importe, dans la start-up, sur un sujet qu'il ne connaît pas. Dernière fois, c'était un collaborateur d'une centrale nucléaire qui est parti dans une start-up sur le vin. A priori, il ne connaissait rien. Il a compris qu'en fait, il pouvait agir d'une manière différente sur son environnement. Ça lui a donné confiance et l'opportunité de faire. C'est ce qu'on dit depuis le début, mettre en sorte que vos étudiants, ils sont en capacité d'inventer, grâce à leur savoir-faire et leur savoir-être, d'autres moyens d'agir et d'autres moyens de produire des innovations technologiques et sociales. Oui, alors moi, effectivement, les métiers ils ne vont pas forcément changer, mais par contre, ce que je pense qui doit changer, c'est la manière dont on va pouvoir apporter un parcours pédagogique tout en ayant un volet RSE. Donc, je ne sais pas si c'est possible, mais si chaque enseignement pouvait avoir cette réflexion sur quand je vais faire ce métier-là, je vais avoir tel et tel impact sur la société, tel impact sur l'environnement. Donc, comment je suis formé, comment on peut former ce jeune-là à avoir cette philosophie, ce réflexe d'appréhender son métier dans une dynamique de RSE. Ça, je pense que ça peut être quelque chose d'innovant. On va du coup fabriquer des jeunes qui sont prêts à intervenir dans leur métier tout en ayant dès le départ des réflexes qui sont intéressants dans différents métiers. Et à côté de ça, je pense qu'il y a aussi une manière de les emmener vers l'entrepreneuriat social. Donc si on fait de nos étudiants des entrepreneurs sociaux, forcément, ils vont avoir un impact positif quand ils vont à la fois exercer leur métier ou même mettre en place des structures ou des projets personnels, soit en tant que patron ou soit en tant qu'intrapreneur. Et je pense peut-être, Michel, et vous l'avez dit Olaf, mais la culture aussi de l'ouverture, du collaboratif et aussi nourrir la curiosité des jeunes, c'est ce qui va leur permettre de sortir aussi de leur zone de confort et leur nuage, enfin pas leur nuage, leur couloir de nage, parce qu'ils vont avoir une spécialité. Et à un moment donné, quand on parle RSE, même dans son cœur de métier, il faut aller voir d'autres acteurs, il faut sortir en fait de l'entreprise, donc il faut être curieux et il faut aller vers. Voilà, le aller vers, je pense qu'il est aussi important, aller vers d'autres services, aller vers d'autres acteurs et sur l'ensemble des enjeux, parce qu'on n'est pas forcément toujours aguerri sur les sujets sociaux ou environnementaux en fonction de son métier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y en a une derrière d'abord. Est-ce que quelqu'un peut donner ? De Laval en présidence. Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je trouve que c'est fort intéressant. Et il faut effectivement, parce qu'en vous écoutant, je pensais à nos IUT, je pensais à nos étudiants et je leur dis, et on a quoi à leur amener sur tout ça ? Et vous avez interpellé en disant, oui, il faut que le monde de l'enseignement, des professeurs, soit sensibilisé et transmette toutes ces données pour mobiliser nos jeunes. D'abord, il faut savoir qu'on a quand même certaines de nos filières qui sont déjà spécifiées avec de la RSE, avec de l'environnement. Et je voudrais presque vous retourner la question et de dire, et vous, entreprise,
Pourquoi ou comment vous faites aujourd'hui pour venir vers les IUT, pour venir enseigner dans les IUT des compétences, pour venir transmettre tout ce vécu intéressant que vous venez de nous décrire sur la concrétitude de l'action environnementale ou autre. Et vous le savez, la nouvelle réforme du BUT nous a mis en perspective un nombre non négligeable de présence de professionnels au sein de l'enseignement dans les IUT. Donc peut-être de vous poser la question, oui, nos enseignants doivent être présents pour répondre à cet enjeu, et vous, entreprise, vous avez mis quoi comme dispositif pour aussi venir nous aider, pour contribuer à ce que nos jeunes soient ce que vous souhaitez qu'ils soient demain, c'est-à-dire des collaborateurs techniques et en même temps sensibilisés et imprégnés de ces enjeux RSE. Alors, avant de répondre, j'ai Michel qui veut intervenir. Bonjour, donc Éléonore Monobroca, je suis aussi chez EDF et je pilote une convention du groupe EDF avec l'ensemble des IUT, donc sur du mécénat de compétences, c'est-à-dire d'encourager les salariés du groupe à faire ça, à venir donner quelques heures, ça peut être 2 heures, 10 heures, 20 heures dans les BUT, voilà, donc dans les travaux pratiques, les TD, enfin ça peut prendre plein de formes. Voilà. Je peux confirmer pour EFAGE aussi, donc différentes actions sont faites pour être au plus proche des écoles. Donc ça peut se traduire soit effectivement venir voir les IUT, donc intervenir dans un cours, mais surtout de faire venir aussi des étudiants sur des chantiers. Sur la plateforme Réavis, ça on le fait aussi, donc c'est très concret, c'est une demi-journée complète avec une présentation globale de toute la réflexion et la visite concrète de ce qui se passe dans une plateforme. Donc il y a plein de possibilités et moi je suis ouvert à d'autres possibilités pour qu'ensemble on puisse apporter du concret à vos étudiants. Donc mes coordonnées sont disponibles pour ça. Il y a toute la France qui est représentée là, plein d'IUT. Est-ce qu'il y a d'autres monsieur RSE, d'autres monsieur Amaoui sur les autres territoires au groupe EFAGE? Voilà, on vous fera les mises en relation nécessaires, même si on est très en avance en Ile-de-France. Alors j'avais d'abord une petite question par là. Vous voyez, il faut en profiter. Et peut-être au niveau de la filière, en tout cas, on travaille justement pour être plus présent, plus disponible. Quoi. Voilà. Donc, je pense qu'en première action, on a les labels à mener ensemble, mais on travaille parallèle avec Yann pour pouvoir vous proposer dans les territoires des contacts plus faciles pour mobiliser les entreprises de la filière. Voilà. Oui, peut-être juste un mot le temps que le micro arrive. L'alternance, c'est aussi un magnifique moyen de travailler ensemble. Moi, voilà, j'encourage absolument les initiatives d'alternance, en plus de ce qu'on a évoqué. Mais nous, EDF, on est le plus grand accueilleur d'alternants en France et on est ravis de le faire. C'est vraiment une formidable façon de le voir de l'intérieur aussi, en complément de ce que vous avez dit. Mais peut-être pour compléter sur les modalités, c'est des modalités de mise en place, de participation d'entreprise. On lance aussi un cours sur la low-tech cette année en partenariat avec une école. On est aussi investi dans des conseils d'administration d'école. Ça prend diverses formes, mais en tout cas, c'est bien un sujet pour nous qui est clairement identifié. La priorité étant, les labels me semblent très structurants, mais on a bien cette modalité d'aider les entreprises à être présents dans vos différentes formations. Alors, j'ai donc 2 questions. J'avais une question devant. Alors, d'abord, monsieur, vous avez le micro. Ensuite, j'ai une question devant. Ensuite, j'ai une question sur la droite. Oui, je sais. Gilles Perpitan, je suis président de l'UT de Moselle-Est. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ai même découvert des choses que j'ignorais alors que je me pensais un peu compétent ou averti de ces choses. Je reviens à ce qu'a dit monsieur Amaoui, par exemple. J'ai assisté dernièrement à des conférences du grand public organisées dans le cadre de la CNDP, la Conférence nationale du débat public, pour faire des grands projets énergétiques, etc. Et assistent beaucoup de gens. Il y a des salariés concernés, il y a des gens qui viennent pour s'informer, etc. Et je me suis aperçu que
tout ce qu'on parle récupération, etc., recyclage, c'est très peu compris par les gens dans leur ensemble. Les conférenciers parlent toujours, ils parlent de kilowatts, de kilowattheures, de tonnes équivalentes, de tonnes de CO2, etc. Et je me suis aperçu à la fin, j'ai été voir le conférencier en lui disant qu'il serait toujours bon de commencer par, pour les conférences grand public, une liste en disant, par exemple, une voiture, c'est 100 kW, une locomotive, c'est 4000 kW. On déverse aux gens des tonnes de quantité, des ppm, des kilowattheures, des tonnes de CO2, et les gens sont perdus. Mais je pense que l'exemple là de la station temporaire de réhabilitation du matériel sanitaire, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux gens, si vous voulez, que tout ce qu'on leur raconte sur l'empreinte carbone, etc. Je pense qu'il y a un effort à faire, non seulement les étudiants, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais d'un point de vue grand public, je pense que ce serait salutaire, alors peut-être que ça existe, qu'il y ait des sortes de dictionnaires qui disent aux gens, ben, si on recycle le sanitaire d'une salle de bain, on gagne tant de tonnes de CO2. Vous voyez, un kilowatt, un fer à repasser, je dis c'est 3 kilowatts, une automobile c'est 40 kilowatts. Vous voyez des choses, au lieu de déverser sur les gens des quantités de chiffres. Voilà. Merci. J'imagine que l'ADEME a peut-être ce genre de choses, mais à revérifier. Vous avez raison, j'aurais déposé la question à la précédente conférencière. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Je voudrais quand même honorer les 2 questions que nous avions. Bon, ma question portait un petit peu, d'ailleurs, on reprend un peu ce que disait Gilbert sur la vision, c'est-à-dire que, alors là, après, je prends ma casquette aussi expert comptable sur ce genre de choses, c'est sur l'impact, justement, de la rénovation sanitaire, là. Donc, coût client, marge pour entreprise et bilan carbone de l'opération. Est-ce que ça, on est capable de le mettre en évidence pour que derrière, il y ait une adhésion qui soit massive? Parce que on peut toujours avoir l'épiphénomène. Non, mais bien évidemment, pour convaincre un peu les parties prenantes, il faut donner des chiffres. Au-delà d'expliquer que c'est simple à faire et que ça change un peu la manière de travail, mais après il y a des bilans, donc des rapports RSE, donc qui donnent des indicateurs dans le système de suivi des indicateurs. Donc effectivement, quel est l'impact qu'on va avoir sur l'environnement? Le réemploi, c'est officiellement 0 carbone. Donc on fait impact carbone du 9 moins 0, c'est facile à calculer. On met aussi du coup le coût économique. Donc là, pour être concret, un WC, ça coûte plus cher en reconditionnement qu'un WC neuf. Donc ça, c'est si on est vraiment sur la comparaison économique. Nous, on les emmène sur une comparaison plus globale en intégrant les bénéfices environnementaux et sociétaux, parce qu'on y intègre un autre indice qui est celui du nombre d'heures d'insertion nécessaires pour réaliser cette démarche-là. Donc tous ces chiffres-là sont donnés au client qui est intéressé sur cette démarche-là et Eiffage pour suivre effectivement ce qu'on fait au niveau de nos actions RSE. Oui, j'aimerais peut-être rebondir sur le sujet. J'ai des fois l'impression qu'on est passé dans une dictature du chiffre ou du KPI, qui à la fin, le KPI dévoile l'objectif. Je vais prendre alors peut-être les 90% d'une tranche d'âge au bac, où la question est de savoir si on a diminué le niveau du bac ou si on a augmenté le niveau des élèves. Et moi, je suis très étonnée, on cesse de me demander sur Jeu des carbones, mais alors combien de tonnes de carbone t'as abattu? Et ma réponse est toujours la même. Non, j'ai essayé de rendre service. Concrètement, à un moment, j'aurais pu monter une usine à gaz pour faire tourner un compteur et de savoir si A a rencontré B, puis A et B se sont mariés. Ce serait une réelle usine à gaz, mais n'empêche que c'est la question qu'on ne cesse de me poser. Et ça m'embête, parce que je pense qu'à un moment, il faut qu'on se détache de ce KPI. Je ne crois pas que ce qui ne se mesure pas se pilote pas. Je crois qu'on sait très bien piloter des choses sans avoir exactement toujours le thermomètre, parce que très souvent, on se trompe de thermomètre et on se dévoie de l'objectif initial. Donc je pense qu'il est important de garder le cap. Et puis si le thermomètre est approximatif, il est approximatif. Et c'est ce que je fais avec Jeu des carbones. Mon thermomètre est approximatif. Et puis il y a une partie qui ne dépend pas totalement de moi. Pour ce qui est subventionné, ça va dépendre du budget qui va être voté à l'Assemblée, indépendamment du travail qu'on va avoir fait sur le terrain. Et là, sur la décarbonation, et ça revient à votre remarque, monsieur, aussi, c'est qu'à un moment, il y a la question de ce qui est structurant et ce qui ne l'est pas. Par exemple, je vous ai parlé des 85% des 5 secteurs. Si on veut décarboner, il faut qu'on s'attaque à cela, et cela, c'est subventionné. Donc c'est une question de coopération internationale ou d'organisation au niveau européen. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire à côté le travail avec les ETI, PME des autres secteurs ou les entreprises des autres secteurs. Mais aujourd'hui, si on rentre par le KPI, et je reprends ma question de la CSRD tout à l'heure, l'argent qui est investi dans ce suivi des 500 data points par entreprise n'est pas investi dans les technologies rentables
de décarbonation qui auraient un effet tout de suite. Et donc c'est là où je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire emporter par cette mode anglo-saxonne du KPI et de la mesure. Et il y a des choses, voilà, il est important qu'on regarde le Pareto, le 80% de résultats avec 20% d'efforts, et qu'on mesure notre effort et d'accepter qu'il y a des moments où il n'y a pas le thermomètre, mais qu'en tout cas, on a le cap, il faut qu'on fonce. Alors, la dernière question, et après... Très rapidement, oui, bonjour. Donc, je suis Mathieu Campisi, je m'occupe des relations entreprises en IUT. Et c'est un complément, enfin c'est très opportuniste ma question, mais c'est en complément à une remarque qui a été faite. Il y a également les SAE dans le programme Bachelor, IUT, pardon. Et donc, est-ce que, à votre connaissance, est-ce que vous êtes sollicité par des groupes d'étudiants? Donc les SAE sont des situations d'apprentissage et d'évaluation. Ce sont des problématiques qui sont suggérées à des groupes d'étudiants. Et ces groupes d'étudiants donc planchent sur ces problématiques et proposent des résolutions. Et ça, je crois que c'est très intéressant. On essaie, nous, justement, de les développer énormément au sein de notre composante. Mais alors, bon, a priori, vous n'en avez pas connaissance, mais est-ce que vous êtes ouvert à ce genre de... Oui, parce que... Oui. Et d'évaluation, normalement, sont construites avec les professionnels des secteurs. Donc, théoriquement, la démarche est celle-ci et pas une autre. Donc, si on n'a pas ça dans la construction des SAS, c'est que quelque part, on s'est trompé. Hein. Donc, après, alors, la question, est-ce que vous êtes sollicité? Est-ce que vous avez des remontées sur ce genre de choses? Parce qu'il faut que ces situations d'apprentissage et d'évaluation doivent correspondre à ce que les jeunes vont trouver quand ils vont arriver dans les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait avec les entreprises. Si ça n'est pas fait avec les entreprises, on s'est trompé. Nous, on a des actions de ce genre avec certaines écoles où on fournit des cas précis. Voilà. Après, sur l'ensemble des IUT, je ne sais pas vous dire. Je reste à votre disposition pour compléter le tour de table avec la connaissance qu'on a du tissu industriel dans sa grande diversité, comme on a pu le voir, pour intégrer dans ces comités des industriels supplémentaires. Mais je crois bien que c'est bien au niveau des territoriales avec les industriels que ça se fait. Nous, plutôt vous dire que c'est des modalités qu'on connaît et auxquelles on participe. On fournit des cas de filières ensuite qui sont traités dans de certaines écoles, dans les enseignements. Moi, j'imagine que ça doit être côté des RH, direction, ça doit être géré. Donc, peut-être Université des métiers du nucléaire ou autre, mais ouais. S'il y a des points d'entrée dans les entreprises, il doit y avoir des points d'entrée chez nous pour pouvoir gérer ça. Il va être temps de conclure. Je suis désolée parce qu'on se fait rattraper par les personnes de l'atelier numéro 2. On est dans la salle centrale. Pas de chance. Alors, on ne peut pas trop déraper, même si on a déjà un peu dérapé. Donc, je tiens à remercier l'ensemble de nos intervenants et également l'ensemble de la salle pour vos échanges et vos questions qui étaient très intéressants. Je voulais juste conclure par un petit mot. Donc, le plus grand mal de notre société n'est peut-être pas d'anéantir le vivant et de détruire nos environnements, mais de faire croire que nous ne pourrons rien changer. Nous pouvons aller vers un avenir durable, mais à condition de ne pas rester témoins ou figurants.